ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter le cadre du webinaire. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler du projet de parcours comme outil pédagogique au service de l'accompagnement, parce que effectivement, vous savez que MAPI, on développe beaucoup la question du projet. Et donc, ce qu'on va voir, c'est déjà identifier comment on peut, les avantages et le rôle du projet de parcours dans l'accompagnement des personnes. Et puis, pouvoir travailler aussi sur la différence entre un projet professionnel et un projet de parcours, parce que ce sont deux choses qui sont différentes et que souvent, peut-être, on a tendance en tout cas, moi, que je vois, qu'on a tendance peut-être à mélanger un petit peu. Donc, on va faire quelques précisions de concept, pas trop longtemps, regarder les modalités de fonctionnement et comment on peut l'utiliser. Et puis, les avantages qu'on a et en termes d'organisation, mais aussi pour la personne accompagnée, de travailler en mode projet de parcours. Donc, je vais parler beaucoup de mode projet de parcours. J'aime bien ce terme. En fait, l'idée, c'est que le parcours, c'est notre base de travail. Mais je vais vous expliquer tout ça. Vous retrouverez tout dans, de toute façon, le bouquin que peut-être vous avez déjà acquis. Et c'est la base méthodologique. On se prend 2h30, hein, donc c'est pas mal. Hein, on a le temps. Vous pouvez donc poser toutes vos questions. Et je vais essayer d'être le moins descendant possible, sachant que l'exercice, il est quand même assez compliqué. Sylvie l'a dit, hein, posez vos questions par chat ou levez la main éventuellement. Il n'y a pas de souci. On peut peut-être faire comme ça aussi, hein, Sylvie, si tu es d'accord. Et puis, de toute façon, on pourra faire un temps d'échange et de témoignage de votre part autour de ces questions-là pour pouvoir réagir et pouvoir voir comment justement vous pouvez utiliser les projets ou comment vous utilisez les projets de parcours pour structurer, individualiser vos accompagnements. Est-ce que ça va sur le plan? Très bien. Très bien. Super. Allez, OK. Bon, alors déjà, on va faire quelques précisions conceptuelles et méthodologiques. Pas très compliquées, mais disons qu'on est déjà sur 3 dimensions. Alors, attendez, j'ai fait un petit peu d'animation, donc des fois, je vais me perdre un peu dans les animations. Donc, on est bien d'accord que l'accompagnement, on est sur 3 dimensions. La première dimension, c'est bien sûr la dimension relationnelle. On a la dimension productive et la dimension pédagogique. Alors, la dimension relationnelle, c'est vraiment de pouvoir collaborer avec une personne. Donc, il faut avoir une bonne relation, en tout cas une relation équilibrée pour pouvoir collaborer. C'est une première chose. Mais cette relation ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir que ce travail produise un résultat. Donc, les personnes accompagnées, comme les commanditaires et puis comme les professionnels, sont à la recherche d'un résultat. Ce résultat, il doit être concret, il doit être mesurable. Et bien sûr, pour la personne en priorité, pour qu'ensuite elle puisse passer à autre chose. On verra ce que le projet de parcours pour l'activité productive est très intéressante. Pour l'activité relationnelle aussi d'ailleurs. Hein. Et puis, une relation pédagogique qui consiste bien évidemment à augmenter l'autonomie de la personne, à lui donner de la méthode, à lui donner des techniques pour qu'elle puisse être le plus autonome possible et puis faire par elle-même le plus rapidement possible dans les meilleures conditions. Donc voilà, nous on se base sur ces 3 dimensions-là et l'idée c'est de vous montrer comment le projet travaille sur ces 3 dimensions. Parce que souvent, on a tendance à opposer le travail productif avec le travail relationnel. En fait, en gros, les 3 dimensions fonctionnent ensemble. Elles sont interreliées. Donc, petite définition, à moins que vous ayez des questions, n'hésitez pas, hein, il faut se chauffer, hein, c'est ça. Petite définition du projet de parcours. Donc, c'est la suite. Alors, ça, c'est le dictionnaire. Hein. Moi, ça fait longtemps que je suis allé dans le dictionnaire et j'ai regardé la définition du projet. C'est la suite des activités et des décisions qui jalonnent la vie d'une personne. Ça, c'est le parcours, ce qu'on appelle le parcours de vie. Hein. Donc, on sait qu'un parcours de vie, c'est des actions, des décisions, et en fonction des décisions que l'on prend, bien évidemment, en fait, ça va générer tel chemin ou tel chemin. Et donc, en fait, on peut constater qu'un parcours de vie, c'est un parcours qui est jalonné. Et nous, on va regarder comment, effectivement, on peut enchaîner dans l'accompagnement au sein des parcours des actions, des activités
et des prises de décision qui vont permettre ou pas d'obtenir tel ou tel résultat. Le projet, pour la définition du projet, c'est très simple, hein, c'est ce qu'on a l'intention de réaliser pour atteindre alors, un résultat, un but, un objectif, peu importe la précision dans laquelle on est entre le but, l'objectif et la finalité, mais l'idée, c'est que vraiment, on se pose une façon de travailler, une façon de faire, quelque chose à réaliser pour atteindre ce résultat-là. Donc encore déjà, faut-il avoir un objectif. Alors, pour les personnes en précarité, des fois, c'est déjà un objectif que d'avoir un objectif, et puis il faut sécuriser. Mais néanmoins, en travaillant sur le projet, bien évidemment, vous voyez qu'on est obligé d'avoir un objectif et des manières d'y arriver, et ça, ce n'est pas toujours évident. Et donc, si on fait la synthèse du parcours et du projet, on va se retrouver dans une définition qui peut ressembler à ça, suite des activités et des décisions de ce qu'on a l'intention de réaliser pour atteindre un objectif. Alors, j'allais dire identifié comme une hypothèse, je vais revenir dessus, dans un temps délimité. Hein, j'ai rajouté la notion de durée. Voilà. Donc, c'était la proposition de définition du projet de parcours, puisque, en fait, on est bien d'accord qu'on est sur un concept lié entier. Projet de parcours, c'est un concept permanent dans lequel on doit vraiment s'inscrire. Hein. C'est ça le travail. Je continue. Ça va sur les deux éléments sémantiques de base. Hein. Excusez-moi, j'ai ma souris qui me joue des tours. Attendez, hop, je vais arrêter. Alors, on va regarder maintenant les modalités de fonctionnement d'un projet de parcours, c'est-à-dire comment on va pouvoir l'utiliser, en tout cas, à quoi il sert. Alors, déjà, la première chose, c'est que le projet de parcours, c'est un outil d'aide à la décision très intéressant. Alors, quand on démarre un accompagnement, déjà, la première chose qu'on fait, c'est que, bien évidemment, avec la personne accompagnée, on identifie, enfin, on aide la personne accompagnée à identifier, ce qui est plutôt le terme exact, quel serait l'objectif comme une hypothèse de travail. C'est pour ça qu'on l'a appelé ici l'objectif initial, qui lui permettrait de démarrer l'accompagnement. L'objectif, c'est à l'instant T. Je rappelle qu'on est ici à l'instant T et on se fixe un objectif qui est une hypothèse de travail, une vision de ce qu'on veut faire et du résultat qu'on veut atteindre. Ça va évoluer, ce n'est qu'une hypothèse. Il faut bien rappeler ça. Ce n'est pas parce qu'on a posé un objectif qu'on va le réaliser. C'est une hypothèse de travail sur laquelle on va se baser pour démarrer le processus de changement. Et puis, bien évidemment, en fonction de cette hypothèse, cet objectif, on va poser un cadre d'intervention que nous, on va appeler projet de parcours avec différentes étapes. Attention à la sémantique, vous voyez, j'ai un parcours, donc un projet de parcours. Ce projet de parcours, il est constitué alors, de phases, je vais revenir dessus, il est constitué d'étapes, et ces étapes, elles vont pouvoir avoir des actions, c'est-à-dire il y a des actions et des activités qui vont être mises en œuvre pour réaliser les étapes. Chacune des étapes, bien évidemment, qu'on aura structurées d'une certaine manière, vont nous permettre de prendre des décisions. Je reviens sur la définition, c'est-à-dire je mets en œuvre la première étape, et puis je regarde les résultats que j'ai obtenus, et puis ici, en fait, qu'est-ce que je fais? Probablement que peut-être d'autres objectifs, alors je vais développer tout comme ça on est tranquille, peut-être que d'autres objectifs sont apparus, et vous voyez qu'ici, j'ai des nœuds de décision, soit ici, soit là, en permanence sur le parcours. Mais la question, c'est que comment prendre des décisions en situation? En fait, j'ai un repère, je vais revenir dessus, j'ai un repère de ce que je voulais faire, j'ai l'élément des résultats que j'ai obtenus, et donc à partir de ça, je peux prendre des décisions alors, plus ou moins rationnelles. On n'est pas vraiment sur de la rationalité, ça peut être aussi des opportunités, ça peut être des choix, ça peut être des menaces, ce qu'on appelle en gestion de projet, c'est-à-dire des éléments impromptus qui arrivent et qui n'étaient pas prévus. Mais néanmoins, vous voyez bien que le parcours va se construire en fonction des décisions qui seront prises et des activités qui seront mises en œuvre et des situations dans lesquelles les personnes vont se trouver. Ce qui fait que quand on commence un travail comme ça, en fait, on ne sait jamais à quoi le résultat qu'on va obtenir. C'est une évidence.
Donc après, vous allez me dire, peut-être. Alors pourquoi monter des parcours puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer? Ben, je vais revenir dessus tout à l'heure. Ça va sur cette première… c'est un peu conceptuel, mais bon, ça permet de poser les choses. Donc, on est d'accord que en fait, le projet de parcours, c'est notre outil de base pour aider la personne à prendre des décisions en situation. On ne peut pas les prendre dans l'absolu, il faut qu'on les prenne par rapport à un repère. Deuxième chose, le parcours, mais on vient de le voir, est assez systémique. C'est-à-dire qu'en fait, il est enclin avec la réalité. La réalité n'est pas simple, la réalité est complexe, il faut rentrer dans la complexité, et cette complexité, il faut savoir jouer avec. On n'a pas le choix. On aimerait bien que les choses se fassent de manière mécanique, d'accord? On fait un, puis après on fait deux, puis après on fait trois. C'est le concept d'employabilité, par exemple. On attend que les personnes aient levé les freins à l'emploi pour pouvoir aller bosser. D'ailleurs, en ce moment, avec France Travail, on est un peu dans le sujet, peut-être un petit peu d'ailleurs pris d'une manière qui est un peu trop mécanique encore, parce que on mettait le social éventuellement avant l'emploi, et maintenant on veut mettre l'emploi peut-être avant le social. Je pense qu'on est plutôt dans un élément systémique, c'est-à-dire que en fait, tout est un peu lié. Si la personne n'a pas de logement, elle n'a pas forcément d'emploi parce qu'elle n'est pas stable, mais quand elle n'a pas d'emploi, elle ne peut pas avoir de logement. Donc la question, et bien évidemment, le fait de ne pas avoir de logement dégrade peut-être sa santé et ses liens sociaux, vous voyez. Et donc en fait, la question systémique, c'est par quel bout on prend les choses. Et donc, le projet de parcours, encore une fois, ça permet de se situer sur quelque chose sans oublier le reste. Et donc, la manière dont on va fonctionner, c'est qu'en fait, on va faire une analyse de situation, ou en tout cas, on va proposer à la personne de faire alors, ce fameux diagnostic dont on va peut-être reparler, c'est-à-dire un diagnostic qui permet, donc on va reparler, donc je vais pas y aller. Donc, une analyse de situation, puis ensuite, la personne décide d'un premier projet de parcours, hein, comme on l'a vu dans la slide précédente, c'est-à-dire une hypothèse, un objectif, une méthode, une façon de travailler, et puis elle va mettre en place la première étape. Et cette première étape, en fonction des résultats, donc elle va procéder, on va l'aider à procéder à une évaluation, ce qu'on nous on appelle l'évaluation diagnostique, au sens de Christina Robertis, mais un petit peu modifié, c'est-à-dire on fait l'évaluation des résultats qu'on a obtenus, on fait le diagnostic des choses qui ont bougé au niveau de la situation personnelle et professionnelle, et on retravaille un nouveau projet où on regarde si le projet doit être modifié. Si tous les voyants sont en vert, on passe à l'étape 2. Si les voyants ont été bougés, et c'est ce qui sera normalement le cas, en fait, on va modifier le projet de parcours et donc le retravailler pour ensuite mettre en œuvre la deuxième étape et reproduire le fonctionnement de manière systémique pour être le plus enclin avec la réalité. D'accord? Donc, ça permet à la fois de gérer la situation complexe, de se poser un cadre de travail avec une méthode et de permettre à la personne de prendre des décisions au fur et à mesure de l'avancement du travail. Troisième volet, en fait, vous avez compris que le projet de parcours est indispensable parce qu'en fait, c'est un cadre de travail. Alors, on va revenir dessus sur à quoi ça sert d'avoir du cadre. D'ailleurs, j'ai fait une série de visios là-dessus, de vidéos sur l'intérêt du cadre. Le projet de parcours, c'est un cadre de travail, un cadre d'intervention. Donc là, on a pris un projet assez classique, assez simple. Vous m'excuserez pour la simplicité. Ah, c'est parti. Excusez-moi. Donc, on a quelqu'un qui veut trouver un poste de magasinier, c'est donc un objectif. On a des étapes, alors qu'on a mis comme ça. D'abord, il faut qu'il valide ses compétences, ensuite qu'il obtienne son permis, qu'il acquiert de l'expérience, donc il fasse un petit peu de poste de magasinage pour trouver un emploi stable. Donc l'idée, c'est que là, on a bien des étapes qui sont générales. On n'est pas encore rentré dans les actions à l'intérieur, donc on a une organisation, une planification avec des durées, une méthode, et puis on a un délai. Et on a un périmètre, puisque là, vous voyez bien que le périmètre de travail, on est vraiment sur un périmètre socio-professionnel, plutôt professionnel d'ailleurs, c'est-à-dire que là, l'intervention, c'est vraiment un volet professionnel. Donc, on a tous les éléments pour, si on a posé correctement,
Et si on l'a posé prévisionnellement, ben, en fait, on sait vers quoi on va ensemble et donc on peut y aller. Donc, on est vraiment sur un cadre d'intervention très intéressant. Je rappelle que les 5 éléments du cadre, c'est l'objectif, le délai, le périmètre, la méthode et la déontologie, c'est-à-dire le comment on travaille ensemble. Et vous voyez que, ben, en fait, autour du projet de parcours, ben, on retrouve ces 5 éléments du cadre qui permet de pouvoir démarrer correctement une relation d'accompagnement ou un travail collaboratif. Il n'y a pas de questions, hein? Alors, je continue. Non, pas de questions pour le moment, Pascal. Non. Ah, donc, je suis d'une clarté extraordinaire. C'est ça, en fait, c'est ce qu'il faut te dire. On va dire ça comme ça. Et bien évidemment, le projet de parcours, c'est aussi un élément de méthode, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un projet, c'est toujours de la même manière. Comment on va faire un accompagnement sur la base des projets de parcours, c'est assez clair. Et par contre, c'est jamais la même chose. Donc, vous voyez, là, ce qu'on appelle, nous, notre point de bascule, on va se retrouver avec un accompagnement en 4 phases. Alors, bien évidemment, attention, ce n'est jamais la même chose, donc il faut toujours remanier les choses, mais on va se retrouver avec nos 4 phases. Une phase d'accueil, dans laquelle on va co-construire le projet de parcours, c'est-à-dire on va se poser le cadre d'intervention commun et voir sur quoi on travaille, comment on travaille, combien de temps on se donne, etc., etc. Une fois que la personne a décidé de ce projet, c'est-à-dire elle est tombée d'accord sur le projet comme hypothèse de travail, donc on a une décision libre en lien avec les théories d'engagement qui lui permet de dire, ben voilà le choix de parcours que je veux faire parce que j'ai tourné la chose dans tous les sens et mon choix s'arrête sur celui-là. On va pouvoir commencer à travailler sur la phase 2, qui est la phase de récolte ou de traitement de l'information, c'est-à-dire en fait la possibilité de se dire, bon, alors quelle est la situation B préférée, comment je vais l'aborder, aller récolter de l'information. Ça peut être des activités, hein, ça peut être, par exemple, si je pense que je n'ai pas les compétences pour pouvoir travailler dans ce secteur-là, en fait, ou pas assez de compétences ou des compétences qui sont éloignées, je vais m'activer pour mettre les compétences, mais en même temps, je vais pouvoir évaluer si j'ai les compétences ou quelles sont les compétences qui me manquent. Vous voyez, c'est de la récolte d'informations. On va revenir sur le projet professionnel tout à l'heure. Les étapes d'élaboration de projet, de validation de projet sont là-dedans. Mais si j'étais sur un projet de logement, par exemple, de recherche de logement, ça pourrait être quels sont les logements qui me sont accessibles actuellement et quelles sont les conditions que je dois réunir pour avoir quel type de logement. Et donc, automatiquement, vous voyez, toute cette première partie, qui est une partie plutôt compliquée pour les personnes, parce qu'on pose plein de questions et on n'a pas du tout les réponses, c'est une phase systémique qui permet d'obtenir, de prendre la décision, ce que nous on appelle la problématique de parcours, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'y vais dans mon projet ou j'y vais pas. Tant qu'elle est là, elle n'est pas forcément enclin à faire la mise en œuvre, puisque la phase 3, c'est de la mise en œuvre, c'est-à-dire, OK, j'ai compris comment j'allais faire, et donc du coup, on va voir les illustrations sur le projet professionnel, puisqu'on a beaucoup d'accompagnateurs sociaux pro aujourd'hui, mais disons, l'idée, c'est qu'on bascule vers la mise en œuvre, c'est-à-dire, en fait, je sais exactement ce que je vais faire, et je sais comment je vais le faire, j'ai les moyens de le faire, et donc automatiquement, je mets en œuvre ma phase 3 pour obtenir mon résultat. Une fois que j'ai obtenu mon résultat, en fait, après, je vais consolider mon parcours, c'est-à-dire je vais travailler pour rester dans la nouvelle situation, puisque les nouvelles situations sont toujours fragiles. Donc, on voit bien que le projet de parcours, en fait, c'est toujours 4 phases bien identifiées, qui, encore une fois, ne présagent pas ni du résultat, ni des étapes et des activités à mettre à l'intérieur, mais ces 4 phases structurent le travail et aident la personne à se repérer. J'ai beaucoup de gens qui pensent être en phase 3 et qui pourtant ne sont qu'en phase 2. En règle générale, tous les gens qui viennent vous voir sont alors en phase 1, mais en tout cas sont en phase 2. C'est-à-dire que des gens qui peuvent penser qu'ils cherchent du travail depuis longtemps, ils n'en trouvent pas. Et vous avez peut-être constaté que, en fait, quand on leur dit, comment vous avez,
qu'est-ce que vous cherchez comme boulot et qu'est-ce qui fait que vous ne marchez pas, ça ne fonctionne pas, ils ne savent pas vous répondre. Parce qu'en fait, la question, c'est que le constat, c'est qu'il faut trouver la bonne clé et qu'ils n'ont pas encore trouvé. Donc, ils sont ici. Pourtant, ils ont tendance à faire de la recherche d'emploi direct et à se heurter au fait que ça ne marche pas. Donc, on est à peu près dans cette même configuration toujours. Et nous, notre travail, c'est bien évidemment de leur proposer de la méthode et donc automatiquement de leur proposer ce schéma de point de bascule pour leur expliquer comment fonctionne un accompagnement sur la base des projets. Merci pour ce témoignage parce qu'effectivement, je suis désolé parce que je ne savais pas qu'on avait une assistante sociale qui était là. Alors, c'est parfait. Donc, on n'a que du socio-pro, mais en fait, non, pas du tout. Donc, effectivement, on travaille beaucoup sur la référence de parcours dans le cadre de ce travail méthodologique. Et bien évidemment, vous avez raison. Il faut 2 ingrédients pour bien travailler, du cadre pour sécuriser la personne, on va revenir dessus, et de la liberté pour qu'elle s'engage. Et bien évidemment, dans ce cadre-là, nous, on apporte de la méthode, nous, on apporte du cadre. Donc, le projet de parcours la technique et la méthode de projet de parcours, c'est le cadre que le professionnel va apporter. Et ce cadre qu'il va apporter, il va le mettre au service des choix de la personne. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas trop le choix, tout compte fait, de laisser la personne décider de l'objectif qu'elle veut atteindre à l'instant T, même si nous, en tant que professionnels, on peut estimer qu'on n'aurait pas fait comme ça. Parce que de toute façon, elle ne va pas nous suivre, on ne va pas pouvoir collaborer, mais effectivement, vous avez un peu anticipé, je vais revenir dessus, et vous avez tout à fait raison. La question, c'est que bien évidemment, ce qui n'est pas, notre valeur ajoutée, c'est ce cadre qu'on va apporter, ce cadre méthodologique, en disant, moi, je suis en capacité, à partir du moment où vous m'amenez un objectif, quel qu'il soit, alors que ce soit santé, logement, les priorités du moment de la personne, avec ses préoccupations fortes, c'est de l'aider à structurer son projet, voyez, en respectant bien évidemment le cadre méthodologique, c'est-à-dire les phases, travailler par objectif, mettre des délais, mettre du cadre, en gros. Et une fois que ce travail-là, il est fait ici, alors tout à fait, et là encore une fois, je vous rejoins complètement, c'est-à-dire que des fois, on a l'impression qu'on va dans le mur. Nous, franchement, on n'y croit pas un pétou, si je peux me permettre. Mais aussi, on a l'impression qu'on perd du temps ici, parce que ça peut prendre du temps ici. En fait, une fois que la décision libre est prise, et là, on est vraiment sur les stratégies d'engagement, hein, sur les théories d'engagement sur lesquelles la méthode est bien posée, derrière, une fois que la décision est prise, la personne va être beaucoup plus engagée, beaucoup plus motivée, beaucoup plus dynamique. D'abord, elle a été entendue, ce qui est déjà une bonne chose. Et ensuite, elle est beaucoup plus active par le cadre et beaucoup plus engagée par la liberté de choix. Donc, les choses vont pouvoir aller parfois beaucoup plus vite, en fait. Et donc, ces repères-là, alors là aussi, pareil, la phase 2, elle peut être un peu longue parce qu'on cherche la bonne clé, la bonne façon d'aborder les choses. On tergiverse, on pèse le pour, on pèse le contre, on va chercher de l'info, on ne trouve pas la solution. Mais une fois que la décision est prise, en phase 3, on va gagner beaucoup de temps. Parce que d'abord, la personne active ses ressources, active sa capacité d'agir, et ça, c'est quand même fondamental dans notre travail. Donc là aussi, avoir ce schéma-là et cette méthode en tête pour un praticien, ça lui permet de ne pas rentrer dans l'urgence et dans la réponse immédiate que tout être humain qui est dans une relation d'aide a envie de fournir à une personne. Et ce n'est pas parce qu'on a envie de le faire ou quand une personne nous dit quelque chose, on est déjà dans la solution. Ça, c'est naturel, je dirais. Et nous, il faut qu'on soit plutôt culturel et que donc on s'entrave un peu là-dedans. Et la méthode nous permet de rester dans notre base de travail et de nous entraver un peu dans cet élan naturel. Comme vous l'avez dit, une fois que la personne a pris des décisions, après, les choses vont beaucoup plus vite. Et parfois, on a des gens qui sont en grande précarité, donc qui sont entravés dans leur prise de décision, qui sont entravés dans leur capacité de projection. Et ça, après, on peut trouver des solutions techniques. Alors, ne serait-ce que de faire ce travail de diagnostic, de collaboration de parcours, ne serait-ce que de l'engager dans quelque chose où on n'est pas très sûr de l'objectif, on a un truc un peu mou, ça peut aider la personne, bien évidemment. Le fait qu'elle puisse être en chantier, par exemple, d'insertion, ou qu'elle puisse avoir une rémunération, se stabiliser. Je ne remets pas en question les situations d'urgence, mais petit à petit, la personne va se stabiliser
Et donc, comme je disais, de manière systémique, elle va pouvoir retravailler son projet, de nouveau se projeter. Et ça, ce sont des indicateurs intéressants d'une progression de situation qui est en train de se mettre en place. Tout à fait. Ces méthodes fonctionnent très, très bien. Ce n'est pas une question de professionnel ou une question de social. C'est justement une question de… en fait, c'est une question d'accompagnement, tout simplement. Ce que je voulais vous faire une petite parenthèse sur le projet professionnel et le projet de parcours, parce que en fait, on est bien d'accord que des fois, alors c'est peut-être un sentiment, mais des fois j'ai l'impression que les deux sont un petit peu confondus. Et donc, je voulais vous proposer de remettre un peu les choses à leur place sur ce volet. Donc, le projet professionnel, juste qu'on soit bien d'accord, tout le monde connaît le projet parfaitement bien. Et puis, vous avez aux éditions Qui plus est d'excellents ouvrages sur la question du projet professionnel. Mais j'ai pris le trèfle chanceux et la DVP, je vais vous le mettre comme ça, bien évidemment. Mais on sait que le projet professionnel, en fait, c'est quoi? C'est un objectif qui est formalisé en termes d'emploi ou de poste, hein, en fonction d'un certain nombre de choses, donc mes aspirations, l'environnement, ma stratégie, etc., etc. Donc, on est sur le modèle trèfle chanceux, on est sur, pareil, avec des cas de phase, si on prend la DVP, vous voyez, on a des liens directs entre le projet de parcours et le projet professionnel, puisqu'on a nos 4 phases d'exploration, cristallisation, spécification et réalisation, donc mise en œuvre. Vous voyez, on retrouve quand même des fondamentaux qui sont liés. Donc, on a bien un travail de diagnostic, enfin, d'exploration, et puis un plan d'action qui se met en place pour pouvoir réaliser. Donc, on est sur les mêmes bases. Ça va, ça? Vous êtes d'accord? Sylvie, je travaille sous ta validation. Hein. C'est parfait. Je te remercie. Voilà, donc on est bien dans une démarche projet. Hein, on a un objectif qui est évolutif. Ce n'est pas parce que je veux bosser là que je vais y arriver, ou en tout cas, je peux remettre en question l'environnement, le type de boîte, le niveau de salaire, enfin un certain nombre de critères. Hein. Et puis, j'ai un plan d'action, c'est-à-dire une stratégie de recherche d'emploi que je vais faire évoluer en fonction des résultats que j'obtiens. Et là, pareil, la question, c'est surtout de penser à réfléchir avant d'agir et d'essayer de trouver la meilleure solution pour trouver le meilleur résultat dans les meilleures conditions. Donc, en gros, je vais me retrouver sur un projet professionnel, un travail sur le projet professionnel qui va influencer, bien évidemment, le projet de parcours. Mais le travail sur le projet professionnel, ça reste une étape du projet de parcours. Ça va? Donc, en fait, je voulais formaliser comme ça. On reprend notre schéma point de bascule avec nos phases. Et si on est sur un objectif type emploi, hein, en règle générale, c'est un peu ça. Alors, attention à prendre des pincettes. On peut avoir aussi un objectif type logement dans lequel on va avoir des étapes emploi, trouver du travail pour pouvoir avoir une rémunération. Vous voyez, ça sera un moyen. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, mais parce qu'en fait, on est toujours dans la complexité. Mais néanmoins, si on a un objectif de type emploi, on va avoir sur la phase de récolte d'informations, on va pouvoir mettre le travail sur l'élaboration et ou la validation de projet professionnel, hein, si on est sur ce type de projet. Hein. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut avoir des projets de parcours qui n'incluent pas l'emploi ou qui n'ont pas un objectif emploi. Mais là, on aura élaboration de projet, validation de projet, on aura ces étapes-là qui seront plutôt en phase 2, qui seront en phase 2. Et en phase 3, c'est-à-dire de mise en œuvre, on va voir la recherche d'emploi, l'acquisition de compétences supplémentaires via la formation ou via d'autres biais qui vont permettre d'obtenir le résultat. Donc, en fait, on voit bien que la question du projet professionnel est intégrée au projet de parcours. Il peut être intégré de manière X ou Y, mais néanmoins, il ne faut pas confondre projet professionnel et projet de parcours. Ça va, ça? C'est bon? Oui. Alors, on voulait vous proposer un petit exercice. La question, ça va être de dire à partir de quand on peut estimer que l'étape d'élaboration de projet est terminée
Et d'après vous, à partir de quand on peut estimer que l'étape de validation de projet est terminée et que donc on peut passer en phase 3 ou on peut passer à la suite? Parce que la question, c'est quels seraient les critères d'après vous qui permettraient à la personne de décider qu'elle a terminé et qu'elle a atteint son objectif. Mes propositions sur à partir de quand on peut estimer que l'étape élaboration de projet est terminée. Première proposition, la personne a choisi, mais vous l'avez dit, hein, 2 ou 3 métiers ou postes, ça peut être un. Un, c'est toujours plus embêtant que 2 ou 3, parce que 2 ou 3, on se donne de la possibilité de choix, alors que 1, on rentre un peu dans la nasse, mais bon, pourquoi pas. Donc, a choisi 2 ou 3 métiers de poste sur lesquels elle souhaite investiguer. C'est-à-dire que là, elle a fait un choix. Elle a dit, moi, je veux travailler là-dessus, je veux travailler là-dessus et je veux travailler là-dessus. Premier critère. Simple, hein, celui-là. D'accord. Deuxième, en fait, un critère, elle présente une fiche métier ou une offre d'emploi sur chacun de ses choix. Donc, en fait, elle a trouvé quelque chose qui existe dans la réalité et qui est concret. Elle a livré une offre d'emploi, une fiche ROM sur ce métier. Ouais. Très simplement, hein. Et je crois que c'est la dernière d'ailleurs. Non, ce n'est pas la dernière. Elle est en capacité d'argumenter ses choix. Ce n'est pas simplement qu'elle me balance à la tête une fiche ROM, c'est qu'elle dit voilà pourquoi j'ai choisi ce métier-là. Voilà ce qui m'attire, ou en tout cas, vous l'avez dit, hein, les compétences. Je pense que j'ai les compétences, ou je pense que j'ai un paquet de compétences. C'est près de chez moi, vous voyez, avec les dimensions du trèfle chanceux, par exemple. Hein. En tout cas, elle vous propose. Elle vous propose des fiches et une argumentation. Et le quatrième critère, c'est qu'elle est en capacité de les prioriser en disant moi, celui-là est préféré à celui-là, qui est préféré à celui-là. On trouve vraiment les étapes du bilan de compétences. Oui, enfin, au-delà du bilan de compétences, la question, parce que le bilan de compétences, et comme l'immersion, par exemple, ce sont des moyens. Alors, l'immersion, ce sera plutôt peut-être sur la validation, ce qui n'est pas sûr d'ailleurs. Ce sont plutôt des outils. Là, la question, c'est que si on structure le travail avec la personne, c'est de lui dire, voilà ce que j'attends de vous, voilà ce que vous devez me livrer en gros. Hein, c'est-à-dire que vous, à l'issue de l'élaboration, vous aurez choisi 2 ou 3, ça donne des repères, vous aurez choisi. Après, peu importe comment, la méthode. C'est-à-dire la méthode, c'est comment on va faire. Bon, bien évidemment, ça peut être du bilan de compétences, mais ça peut être aussi, ça va dépendre où en est la personne dans son travail, dans sa réflexion. Si ça se trouve, elle va le faire en 1 heure. Ah bon, on fait pareil avec nos apprenants, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas besoin de passer un bilan de compétences, je suis d'accord, c'est le moyen. Peut-être qu'elle va avoir besoin d'un bilan de compétences, effectivement, Carole. C'est-à-dire qu'en fonction de là où on en est dans sa réflexion, en fonction de la situation dans laquelle elle est actuellement, ça peut être de la reconversion, elle peut être complètement paumée, elle n'a pas travaillé depuis longtemps, voire elle vient de quitter son boulot, voire elle a fait le travail préparatoire, c'est-à-dire ça fait longtemps qu'elle y réfléchit, elle a déjà fait ce boulot-là. Ce n'est pas la question. La question, c'est voilà le résultat qu'il faut atteindre. Et qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour atteindre ce résultat en fonction de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, de l'état d'avancement de votre travail, de vos réflexions. Ça lui donne un cadre. C'est pour ça que cette question, encore une fois, du projet professionnel, vous voyez, si on revient sur la méthodologie de parcours, de projet de parcours, en fait, en gros, on va lui donner un cadre pour que derrière, elle puisse s'organiser. Et après, ça peut être un bilan de compétences, vous avez tout à fait raison, mais ça peut être aussi autre chose. Ça va dépendre de ses choix à elle, c'est-à-dire, moi, c'est bon, je sais ce que je veux faire. OK. Est-ce que tu as une fiche métier ou une offre d'emploi qui correspond à ce que tu veux faire? Oui, j'en ai une, hop, je vous la sors. OK, ça c'est réglé. D'accord? Explique-moi enfin expliquez-moi, parce que normalement on ne les tutoie pas, mais expliquez-moi pourquoi ce choix-là. La personne est capable d'argumenter assez clairement sur ses compétences, son lieu, son machin. OK, pas de problème. Vous voyez, ça me donne moi aussi, ça nous donne des repères communs qui nous permettent de se dire, OK, allez, hop, objectif atteint, on peut passer à l'étape suivante. Et encore une fois, quand vous êtes en amont, lui donner le résultat attendu lui permet de se structurer. Et ça va renforcer sa capacité d'action et ça va renforcer son autonomie. Parce qu'elle sait vers quoi il faut aller et elle sait se situer. Et ça,
voyez que ce n'est pas évident. Hein. Vous voyez que nous, si on n'est pas au clair, ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Hein. Et donc, du coup, ben, c'est-à-dire que c'est notre plus-value, c'est de lui apporter ça pour qu'ensuite, elle puisse se situer. Voilà, c'était pour l'exemple. Hein. D'accord ? Et ne pas confondre les objectifs et les moyens. Et les outils. L'outil et le moyen sont au service de l'objectif. D'accord ? Ça va, c'est clair? Il y a des réactions par rapport à cette première proposition de critères. On peut en changer. Hein. Je ne dis pas que j'ai la science infuse là-dessus. On y a simplement un peu réfléchi. Après, je vous fais ces propositions-là, mais vous pouvez peut-être en trouver d'autres. Hein. Et de mon point de vue, ce n'est pas une question de situation particulière. C'est systématiquement, pour tout le monde, c'est pareil. D'accord, ça va? Oui. Sandra, vous voulez réagir? Réagir, c'est surtout que là, je suis en train de constater que j'ai loupé quelques étapes jusqu'ici, alors que ça fait quand même pas mal de temps. Mais là, quand je le vois écrit, ça me semble effectivement logique, mais déjà d'être, je vais le dire comme ça, mais à ce niveau d'exigence pour les personnes que j'accompagne, eh bien, mais ça fait sens en fait, ça fait vraiment sens de se dire qu'il faut amener les personnes à faire ça, et alors on en discutait avec Virginie, et non pas de faire à leur place. Et c'est vrai que voilà, dans les démarches de recherche de solutions d'emploi, rarement c'est la personne qui produit les fiches métiers, alors on le fait ensemble, mais c'est vrai que de les amener à faire cette démarche elles-mêmes, c'est effectivement c'est très bien, quoi. Ouais. Tout à fait. Merci Sandra. Après, Carole, je vous en prie, mais je vais juste réagir par rapport à ça parce que ça me paraît très intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'autonomie, elle se crée parce qu'on a mis les conditions. C'est-à-dire que si on prend les gens avec de l'exigence, vous l'avez très très bien dit, c'est-à-dire qu'on a un niveau d'exigence important, après on pourra le diminuer éventuellement, on pourra les aider à le faire. Vous voyez la déontologie, c'est-à-dire le comment on fonctionne ensemble pour vous permettre d'obtenir les résultats, mais a priori, ayons un niveau d'exigence, prenons les gens comme des gens qui sont en capacité d'eux, parce que bien évidemment, sinon on va avoir un effet Pygmalion qui se met en place, et que bien évidemment, les personnes, elles vont rentrer dans le cadre qu'on leur propose de relation. Et bien évidemment, c'est parce qu'on leur donne un objectif, on est bien précis et qu'on est bien clair, que derrière, elles vont développer de l'autonomie et du coup, ça va être beaucoup plus facile de travailler. Donc, je vais prendre le truc à l'envers, c'est parce qu'on ne pose pas assez bien le cadre que les gens ne sont pas autonomes. Voilà, je vais faire cette hypothèse de travail qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui confronte un peu avec le travail habituel de dire mais moi les miens, tu comprends, ils ne sont pas capables d'eux. Ben, ils ne sont pas capables d'eux, mais bon, peut-être que quelque part, il faut peut-être que tu réfléchisses un petit peu à travailler un peu plus différemment, et tu vas voir que peut-être c'est les situations qui vont créer les comportements. Donc, crée tes situations pédagogiques pour que derrière, tu aies des comportements socialement attendus et pas que tu partes du constat de ce que tu vois en matière de comportement pour en fait, mettre en place tes situations. On a souvent tendance à sortir, moi j'emploie le terme boîte à outils, lorsqu'il y a une situation qui se présente avec telle problématique, que ce soit d'emploi ou autre, on sort une boîte à outils. Dans cette boîte, on a plein de choses qui existent pour effectivement accompagner la personne vers un emploi ou vers une formation ou autre. Mais souvent, voulant bien faire, bien sûr, on perd de vue finalement les capacités, les souhaits, les freins que la personne peut mettre en œuvre pour atteindre effectivement ou même se saisir de l'outil proposé. Parce que quelquefois, ils n'en sont même pas encore là. Ou ils en sont au-delà de cela et que quelquefois, l'outil proposé, il est trop en deçà de ce que la personne peut attendre. Tout à fait. Et l'outil n'est que l'outil. Voilà. Donc, en fait, d'abord, on pose le cadre, on s'entend sur le cadre, on est d'accord sur le résultat, sur ce qu'on veut faire, et ensuite, on va chercher les outils qui sont en adéquation avec le résultat. Et là, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup moins de gens qui vont se retrouver sur des actions et qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Parce que ça, c'est un peu le fléau général.
Mais encore une fois, ce n'est pas méchant, je veux dire. C'est que je veux dire, interrogeons-nous sur nos pratiques professionnelles, sur nos façons de faire, ce qui est quand même très valorisant pour nous et très intéressant pour nous, avant de poser un regard sur les publics, parce que en fait, les gens sont des gens. Et c'est la dimension pédagogique de notre travail. Hein. Voilà. Encore une fois, bon, tout le travail autour des théories d'engagement et de ces stratégies comportementales, c'est extrêmement intéressant parce que je disais situation égale comportement, mais c'est les travaux scientifiques qui ont prouvé que nos comportements étaient liés aux situations dans lesquelles on se trouvait. Hein, oui. Ça a été très argumenté là-dessus. Donc ça, moi personnellement, ça m'a changé ma pratique professionnelle et ma façon d'aborder le travail. Parce que, en fait, en gros, si j'ai des comportements en face de moi qui ne sont pas ceux que je souhaite avoir, avant, je disais, mais ils sont pas motivés ou quoi? Et maintenant, avant, hein. Et après les théories d'engagement, on se dit, mais non, en fait, il faut que je change qu'est-ce que je peux faire évoluer dans la situation que je leur ai proposée ou dans ma pratique professionnelle, hein. Ça peut être sur la pratique, mais ça peut être aussi sur des enchaînements de situations, etc., pour permettre d'avoir le comportement que j'attends. Voilà. Et ça, c'est beaucoup de capacité d'action pour nous aussi. Hein. Je prends un acte préparatoire, je prends une situation préparatoire. Bon, on va démarrer l'étape élaboration de projet. D'accord? C'est quoi l'objectif? Alors, je vais vous donner l'objectif qu'on fait habituellement. Je vous donne les critères. Et à partir de ça, on réfléchit. Vous voyez, on va travailler de la même manière que sur les projets de parcours. On réfléchit ensemble à comment on va travailler, comment vous allez vous structurer, comment vous allez vous organiser. Ensuite, on regarde qui fait quoi, combien de temps on se donne. Allez, OK, ben maintenant qu'on a notre acte préparatoire, il est posé, c'est-à-dire là, ça peut prendre un entretien complet. Hein. Des fois même, ça peut prendre 2 entretiens. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Dans la mesure où derrière, si la personne, elle le fait par elle-même, ben, ça va me faire gagner du temps. Et en plus, ça va être efficace. Oui, le tout, c'est de poser plusieurs hypothèses et qu'ils fassent aussi. En fait, c'est ça, c'est prendre le temps en amont pour engager. Là, on revient sur la systémie. Prendre le temps en amont, poser bien, aider la personne à poser son propre cadre, à se projeter, à comprendre vers quoi elle doit aller, ce qu'elle a envie de faire ses propres choix, comprendre comment, ou même comprendre, ou demander comment on doit collaborer, c'est encore mieux. C'est-à-dire que si c'est la personne qui dit, ben, moi, j'aimerais que vous travailliez là-dessus avec moi, et c'est encore mieux, je veux dire, c'est parfait. Mais parce qu'une fois que c'est parti, ben, en fait, ça ira beaucoup plus vite. À partir de quand l'étape de validation de projet est terminée? Ben, déjà, on a la possibilité d'avoir, en fait, on a une réalité de métier par rapport ou de poste, hein, qui correspond aux représentations que la personne se fait du poste, parce qu'en fait, entre-temps, ça a évolué. D'accord? Donc, on a bien une stabilité entre, voilà le poste, j'ai une réalité. Alors là, l'immersion est utile, vous voyez. À partir de l'immersion, ou à partir des visites entreprises, ou à partir des enquêtes métiers, j'ai une réalité que j'ai reposée par rapport à la fiche métier que j'avais sortie et qui était très théorique. Là, j'ai une vision du métier réelle qui correspond aux représentations que je m'étais faites ou aux représentations qui ont évolué. C'est-à-dire, il y a toujours adéquation, mais vous l'avez dit, hein, toujours adéquation entre ce que je veux faire et ce que les situations de poste ou de métier me proposent. Donc, j'ai trouvé une réalité, ça me va bien. Vous voyez, très simplement. Hein. Attendez, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Après, on est sur projet professionnel, donc j'ai une stratégie de recherche d'emploi. C'est-à-dire une stratégie de recherche d'emploi. Je sais ce que je cherche, je sais comment il faut que je fasse pour trouver, et je l'ai proposé à des professionnels qui sont sur le secteur et qui m'ont dit cette stratégie, à mon avis, elle est bonne. Vous voyez, tout simplement. Hein. Alors, encore une fois, c'est des choses que l'on fait, que l'on a en tête. Mais la question, toujours pareil, c'est le poser à la personne pour qu'elle puisse développer son autonomie. Vous voyez? Donc, vous voyez, on fait toujours les liens entre le résultat, la relation, la production et la pédagogie. Ça va? Et puis, bien sûr, vous l'avez très, très bien dit, on a un nouveau projet de parcours qui est réajusté et qui a regardé 2 critères.
et qui permet, qui est réaliste et réalisable, alors de deux points de vue. Il est réaliste et réalisable du point de vue de la personne, c'est-à-dire qu'elle se sent d'y aller, la durée, la difficulté, ce qu'il y a à mettre en place, etc., lui semble faisable, elle a envie d'y aller. Et puis, bien sûr, on a les moyens de le faire. Parce que c'est quand même un critère important. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux faire une formation, mais qu'elle n'est pas financée, alors on va chercher d'autres solutions. Hein. On n'a pas fini de valider le projet professionnel. Mais par contre, si j'ai une formation et que cette formation ne pose pas de problème en termes de financement, alors on est toujours sur du risque, hein, c'est-à-dire c'est une formation assez classique dans laquelle il y a du financement, etc. Bon, ben, on peut dire que le projet il est validé. Vous voyez, ça, c'est encore une adéquation. Mais il faut quand même que, bien évidemment, on ait un parcours, un projet de parcours réaliste et réalisable qui soit mis en œuvre et que les instances, la personne aient décidé de le mettre en place et valide la mise en place. Voilà, c'est mes propositions de critères de projet. Ça va? Tant que ça, ce n'est pas réuni, ben, le projet n'est pas validé. Mais encore une fois, en le posant comme ça ira beaucoup plus vite derrière. Alors, donc, vous avez vu que la question du projet est intégrée, elle peut être intégrée, ça dépend de la nature du projet de parcours, mais intégrée dans le projet de parcours, mais que le projet n'est pas obligatoire pour mener un projet de parcours. On peut faire un projet de parcours, même emploi, hein, pour les personnes en insertion, sans travailler la question du projet professionnel. Ce n'est pas une obligation. On a des gens qui veulent, l'objectif, c'est de trouver du travail. Ben, la plupart du temps, on peut monter un projet de parcours sans valider, sans travailler trop le projet. Hein. On peut mettre un chantier d'insertion en place, il y a des possibilités. Ce n'est pas obligatoire. Mais par contre, effectivement, la question de l'emploi, ça peut être un objectif de parcours, ça peut être un moyen, ça peut être une composante, ça peut être un but, ça peut être une finalité. C'est-à-dire qu'on peut la sortir aussi du périmètre du projet de parcours sur lequel on va aller. Je vous prends un exemple. La personne, son objectif, elle a pas de logement, pas d'emploi, et son objectif prioritaire, c'est de trouver un logement. D'accord? En fait, pour l'instant, elle n'a pas envie de travailler sur l'emploi parce que ce n'est pas sa priorité. L'emploi devient un but, ou ça devient une finalité, c'est-à-dire qu'on le sort du périmètre, on le met sur le côté. Ça ne veut pas dire qu'on ne mettra pas une étape peut-être sur le travail. Peut-être qu'on va lui proposer d'aller sur un chantier avec objectif acquérir un revenu ou se stabiliser, vous voyez. Mais néanmoins, on n'est pas obligé d'avoir des projets de parcours qui intègrent systématiquement l'emploi. Ça dépend des situations individuelles de chacun. Voilà. Donc, le job first, ou l'emploi d'abord, oui, ça peut être un moyen. Alors après, ça peut être un moyen pour se stabiliser. C'est pour ça que j'avais fait un petit post sur l'emploi d'abord. C'est aussi peut-être l'activité d'abord. Mais l'activité, ce n'est pas l'emploi. L'emploi, c'est l'emploi durable, stable. L'activité, ça peut être j'ai un boulot, mais c'est un boulot alimentaire ou c'est un boulot qui me permet de me stabiliser. Le boulot est un moyen, le travail est un moyen, l'activité est un moyen d'obtenir un résultat. Voilà, donc on a toute la possibilité, toutes les composantes possibles. Vous voulez réagir par rapport à tout ça? Ça va sur le projet professionnel? J'espère que ça a été utile. Je ne sais pas si c'était clair déjà dans la tête, mais que ce n'est pas la même chose. Alors, on continue. Je ne sais pas. C'est bon, Sylvie, je suis toujours à l'heure là? Ouais, on ne t'entend plus. Oui, tu es toujours dans les temps. C'est bon, Pascal. Ok, super. Alors, juste, on va reprendre parce qu'on en a déjà parlé, mais au moins ça fixe les esprits. Donc, l'approche par projet de parcours, d'accord? Donc, c'est une vraie méthode, hein, c'est une technique et une méthode à mettre en place, à utiliser. Alors, ça permet, on a dit, ça permet de placer la personne au cœur de son projet. C'est-à-dire que ça évite les dérives, parce que systématiquement, vous avez compris qu'en réinterrogeant le projet de la personne, en permettant à la personne d'identifier son projet, en fait, on a moins de risques d'oublier la personne. Donc, c'est quand même un bon garde-fou. Ça permet de partager, de créer une vision, c'est-à-dire
Et quand je parle vision, ça fait un peu vocabulaire managérial, mais c'est un peu ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble, qu'est-ce que vous voulez faire pendant la période dans laquelle on est ensemble, quel est le projet que vous voulez mettre en place. Donc, on est d'accord que c'est la vision de la personne. Et parfois, on a des gens, encore une fois, qui sont abîmés au niveau de la capacité de se projeter, ce qui est normal puisqu'ils sont en précarité, donc a priori, ils vivent l'instant présent. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas leur poser la question de la vision, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas accueillir la vision qu'ils proposent. Au contraire, on l'accueille, parce que s'ils prennent le risque de nous donner une vision et que nous, on la remet en question, ben, ils n'en auront pas deux. Et puis, de toute façon, on sait que c'est systémique. Donc, on ne sait pas où on va arriver. Donc, prenons la vision qu'ils nous proposent à un moment donné, on les félicite et on se dit, tiens, il arrive de nouveau à se projeter. Donc, ça veut dire que le travail que je fournis est en train d'avancer, elle est en train d'améliorer sa situation. Et on utilise cette vision pour avancer et permettre à la personne de s'engager. D'ailleurs, l'idée, c'est que travailler autour du projet de parcours, ça permet sans risque de créer, de maintenir l'engagement, c'est-à-dire qu'une personne qui a tourné le projet dans tous les sens, qui a réfléchi, qui a travaillé son organisation, identifié les objectifs, ben bien évidemment, c'est des actes préparatoires qui auront automatiquement et décidé du projet qu'elle veut mettre en place. Ben, c'est une personne qui sera beaucoup plus engagée que c'est une personne où on lui a dit ce qu'il fallait qu'elle fasse. D'accord ? D'ailleurs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur la démarche référente parcours. L'idée, c'est que la personne construit son projet. Alors, la co-construction, ce n'est pas je te dis ce qu'il faut que tu fasses et tu me dis si tu es d'accord ou pas. D'accord ? La co-construction, c'est je te donne les outils pour que tu fabriques ton projet toi par toi-même. Et donc, automatiquement, là, on a un vrai effet d'engagement. Voilà. Donc, prendre des décisions en situation, j'en ai parlé, je ne veux pas revenir dessus, mais c'est donc du coup bien systémique, hein, c'est-à-dire qu'il se passe des choses pendant le parcours, ben, on a notre base de travail et on va pouvoir la personne va pouvoir prendre des décisions, d'agir donc bien sûr dans un environnement qui va être évolutif en permanence, et puis la situation de la personne, et c'est légitime, va bouger, et heureusement qu'elle bouge, parce que sinon ça voudrait dire que notre intervention elle n'est pas très efficace, et donc sa situation va évoluer, sa vision du travail va évoluer, les compétences, vous allez voir d'un coup, il y a des choses qui vont apparaître, qui n'étaient pas là, mais il va y avoir aussi des problématiques qui vont apparaître et qu'on n'avait pas vues. Et donc, on est dans un environnement changeant, dans une grosse complexité. Donc, ça me permet d'avoir des repères dans la complexité. Et bien sûr, ça permet, et vous le disiez, de s'organiser collectivement, c'est-à-dire de se répartir le travail. Alors, pour la personne accompagnée, mais j'en ai déjà parlé, mais projet de parcours, ça donne du cadre. Ah, il ne veut plus marcher le truc, attendez. Voilà, d'accord, le cadre, ça sécurise, ça donne des repères, ça permet de s'organiser. Donc, pour la personne accompagnée, c'est tout bénef. Ça lui donne des repères, ça lui permet d'évaluer les résultats. J'ai bien dit, ça lui permet d'évaluer ses résultats. On a vu tout à l'heure, hein. Je te donne les éléments pour que tu puisses d'objectifs et les critères. Ça veut dire que tu es autonome, de plus en plus autonome pour évaluer les résultats que tu as atteints et donc pouvoir prendre des décisions par rapport à ces résultats, à l'atteinte ou non de ces résultats-là. Je vais plus vite, je vais moins vite, etc. Bien sûr, de rester en phase avec la réalité et puis de saisir les opportunités parce que la question, ce n'est pas parce qu'on a monté un projet de parcours qu'on s'y tient. J'ai une opportunité d'emploi, on me propose un truc. Qu'est-ce que je fais ? En fait, qu'est-ce que je voulais faire ? Mon projet prévisionnel. Qu'est-ce que ça induit ? L'opportunité, l'autre projet possible. Et donc, à un moment donné, je vais choisir entre les deux. Vous voyez ? C'est pas on a monté un projet et puis coûte que coûte, on le réalise. Non, 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 pas du tout. En fait, on se donne des repères. D'accord ? Et bien sûr, on l'a vu, augmenter son sentiment d'efficacité personnelle, parce que en fait, c'est mon projet, je le présente. Dans la démarche référente parcours, on aime bien que les gens présentent leur projet. Donc, du coup, ils ont travaillé dessus, ils ont fait des choix, ils le présentent aux professionnels, que les professionnels disent « c'est formidable ». Vous voyez, d'un coup, en fait, je naturalise que je suis en capacité d'eux. Hein. Ça augmente mon sentiment d'efficacité personnelle. J'avance dans les étapes et je réalise la première étape ou la première action, j'atteins le résultat. Hop, j'augmente mon sentiment d'efficacité personnelle et petit à petit, on va démultiplier la capacité d'agir de la personne et son sentiment de pouvoir réussir. Ça, c'est la pédagogie. Parce qu'effectivement, si on va trop vite,
on a souvent des gens qui sont naturalisés, ça, je rapporte au téléphone, qui sont en difficulté et qui n'y arrivent pas. Donc, et vous avez certainement remarqué que des fois, quand on accompagne les gens et ça va trop vite, il y a une opportunité qui arrive, ben, ils ont un décès dans la famille, ils ont la voiture qui est en panne. En fait, ils se remettent en situation d'échec. Donc, il y a tout ce travail préparatoire qu'il faut mettre en place. C'est grâce à ce travail où on ne prend pas de risque à réfléchir sur le projet, à commencer les premières étapes, qui vont progressivement amener la personne à augmenter son sentiment d'efficacité personnelle, augmenter son autonomie et sa capacité d'action. J'en ai déjà beaucoup parlé, donc je ne veux pas revenir dessus. Mais bon, ça permettait de faire un petit peu le tour globalement des choses. Dernier volet, ou avant-dernier volet, en fait, le projet, on l'a dit, c'est au service de la posture. C'est-à-dire que quand on travaille alors sur l'oralité, j'allais dire, ou sur l'échange verbal, ben en fait, la relation, elle peut rapidement se déséquilibrer. On peut rapidement retomber, et ce qui est normal, hein, c'est naturel, il n'y a aucune condamnation par rapport à ça, mais dans une relation de sachant à non-sachant. Et c'est la personne souvent qui va nous donner ce rôle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est nous qui savons, alors qu'est-ce que je fais? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, des petites phrases comme ça, des petites questions anecdotiques, mais qui vont nous mettre dans une situation un peu compliquée. Et sans garde-fou, ben, je vais retomber dans les travers naturels où je vais rendre service, où je vais donner une idée, où je vais proposer une piste. Et ben, en la proposant cette piste, je vais devenir un sachant. Et donc, si la personne le suit et que ça ne marche pas, alors, si elle suit la piste que j'ai proposée et que ça marche, tant mieux. Hein. Mais si ça ne marche pas, rapidement, la relation peut se détériorer. Or, si on travaille sur un tiers, c'est-à-dire un objet, le projet de parcours, ben, on travaille ensemble autour de cet objet. Alors, j'ai mis 2 personnes, mais tout à l'heure, vous disiez, ça permet de collaborer. On peut avoir plusieurs personnes qui travaillent autour de ce projet. Et bien évidemment, ben, vous avez vu que la personne, elle a sa place pleine et entière dans la construction de ce travail-là. Et donc, on a un objet. Et cet objet, on peut ben, même le jeter à la poubelle s'il ne nous plaît plus et en prendre un autre. On peut le retravailler. Ça va devenir notre repère de travail. Et donc, ça nous permet de maintenir une relation équilibrée. Pardon, dans ce projet, excusez-moi, dans ce projet de parcours, vous dites qu'il peut y avoir effectivement plusieurs professionnels qui accompagnent la personne. Il y a la notion aussi de choisir son référent de parcours. Tout à fait. Et c'est la personne elle-même qui a, je crois, vous me reprenez hein, si je me trompe, c'est la personne elle-même qui a la possibilité de choisir son référent de parcours. Dans la démarche référent de parcours, tout à fait. Mais dans la démarche référent de parcours, hein, c'est une spécificité, je crois, et c'est une bonne spécificité. C'est-à-dire que c'est la personne qui choisit parmi les professionnels, celle qui va… Alors, c'est le truc d'après, c'est là. Nous, on appelait ça un pilote de parcours et pas un référent. Pourquoi? Parce que beaucoup de référents… Et l'idée, c'est que, en fait, dans le travail collaboratif autour du projet de parcours, on va avoir, je vais revenir dessus, hein, ce que vous avez dit, on va avoir des intervenants qui vont travailler sur les différentes étapes. Alors là, bon, c'est très mécanique, hein, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la réalité, mais c'est juste pour le schéma. Donc, on a notre projet de parcours, on a des ressources ou des intervenants qui vont travailler autour de ce projet sur chacun des actions ou des étapes différentes. Et l'idée, c'est d'avoir ce fameux référent qu'on va mettre ici, c'est-à-dire un professionnel qui est à la base de la co-construction avec la personne, donc à la base de la relation. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Même dans la démarche référent de parcours, 99% des gens choisissent le référent avec lequel ils ont commencé à travailler leur projet. Ils ont établi une relation et le pilote de parcours, c'est quelqu'un qui a une vision globale, qui est anticipatrice des choses. C'est-à-dire quelqu'un qui va permettre de faire du lien entre les différents intervenants, puisqu'on sait que le projet ne va pas se passer comme c'était prévu, et que peut-être cet intervenant-là qui doit intervenir dans un mois ne va plus intervenir en fonction des résultats ici. On est d'accord? Mais peut-être qu'un autre intervenant va devoir intervenir, etc., etc., ou peut-être que celui-là, il va falloir qu'il intervienne un peu plus tôt. Donc, si on a quelqu'un qui est un peu en hauteur
et qui permet de prévenir, de créer du lien, de mettre en place les conditions de la relation, qui suit le parcours un petit peu avec de la hauteur avec la personne et qui l'aide à prendre des décisions, ben on a quelqu'un qui est, de mon point de vue, à très forte valeur ajoutée. Il ne peut pas être tête dans le guidon et à la fois en hauteur. Donc, on sera plutôt dans ce type d'organisation-là. Il y a des temps de synthèse aussi où tous les partenaires peuvent être réunis autour de la personne accompagnée selon le thème abordé à un moment T de l'étape pour permettre de réajuster, de passer le relais en disant bon, ben, cette personne est plus à même de vous accompagner sur tel point qui peut être encore un frein à lever, etc. Tout à fait. Après, les modalités d'intervention, les modalités d'organisation peuvent être différentes. Les principes méthodologiques, c'est que la réunion avec les intervenants, les différents intervenants, si on veut que la personne ait sa place pleine et entière, le pilote de parcours doit s'être assuré en amont que la personne a bien identifié ses résultats et a identifié ses pistes, ses hypothèses de travail. Et c'est elle qui apporte les hypothèses de travail pour simplement que la relation soit équilibrée et pas pour qu'on retombe dans un système où on dit à la personne ce qu'il faut qu'elle fasse, que la personne va dire oui, oui, et quand elle va sortir, elle ne va pas le faire parce que simplement, soit elle n'a pas compris, soit elle n'a pas eu le temps de l'intégrer, soit ce n'était pas ses choix. Mais c'est elle qui prépare avec son référent de parcours cette rencontre, qui choisit, y compris qui doit être présent ou pas. Exactement. Donc, il y a le travail préparatoire. On revient sur la méthode, vous avez raison. Il y a un travail préparatoire. Elle a identifié son projet. Elle vient présenter son projet, alors que ce soit en amont ici ou que ce soit pendant le parcours. Hein. Donc, on a bien vu qu'il pouvait être réajusté en permanence. Elle vient de présenter son projet. Et les intervenants essayent de trouver la meilleure adéquation entre ce que la personne veut faire et ce qu'ils peuvent proposer. Je dirais même, à la limite, ils tordent un peu leurs actions pour pouvoir individualiser, c'était ça l'individualisation, qu'ils puissent pouvoir individualiser, parce que pour telle personne, mais c'est un peu comme dans la formation, pour telle personne, en fait, par exemple, il y a un chantier d'insertion, pour certaines personnes, ça va être en fait, avoir un revenu complémentaire pour pouvoir entamer, je ne sais pas moi, des démarches de logement ou des démarches de soins ou travailler sur le projet professionnel. Voilà, mais un chantier, ça peut être aussi acquérir de l'expérience, reprendre du sentiment d'efficacité personnelle. Donc, un outil peut être utilisé de multiples manières. Et donc, du coup, ça permet l'individualisation. C'est-à-dire, si on travaille par projet de parcours, par objectif, bien évidemment, on va utiliser les actions beaucoup plus largement que si, en fait, on envoie des gens sur des actions pour les faire, sans qu'il y ait ce travail préparatoire qui soit bien posé avec la personne. L'avantage de l'autonomie, c'est que si la personne elle sait ce qu'elle poursuit comme objectif à travers l'action, elle va pouvoir s'orienter vers naturellement ce travail-là. Et bien sûr, vous avez compris que le système d'évaluation va lui permettre derrière d'être beaucoup plus autonome et puis de s'accorder avec l'intervenant pour le plan d'action. Vous voyez ? Donc, toujours pareil, un travail préparatoire. Puis ensuite, hop, quelqu'un qui est un peu le garant de la bonne intervention et de l'avancement du travail. On parle de continuité des parcours. C'est, en fait, s'il est ici, c'est ça, d'assurer la continuité de parcours. Puis, je vais vous dire une chose. Là, par exemple, j'ai fini mon étape 1. L'intervenant, le pilote de parcours a passé un coup de fil à l'intervenant, tout se passe bien. En fait, le pilote de parcours, il peut déjà anticiper de prendre contact avec l'intervenant 2 en disant « Ok, c'est bon, la personne va arriver, ça se passe bien, je vois avec elle, je réajuste les choses et je te tiens au courant. » Vous voyez, par exemple. Voilà. Donc, en fait, il est toujours un peu en anticipation. Ça va sur cette position du référent. Alors, on l'appellera référent, on l'appellera ce qu'on veut. Il est plutôt dans cette position-là. Et donc, on est d'accord que le projet de parcours, c'est vraiment notre base de travail collaborative. Ce que je voulais vous proposer là, c'était de dire, en fait, le référent de parcours, son travail, c'est surtout entre les étapes, moi ce que j'appelle Tony Gentil, là, entre les étapes.
Et il a des activités qui sont récurrentes, c'est-à-dire évaluation diagnostique, co-élaboration de parcours, recollaboration. Alors, des fois, c'est la même séance, hein, ça peut aller vite. Des fois, il faut prendre 2 séances. Et puis, préparation à l'action, comme on vient de le voir, sur les étapes validation, élaboration de projet. Donc, c'est-à-dire, en fait, quel est l'objectif de l'action, comment vous allez vous organiser, etc., etc. Et effectivement, on peut penser que c'est du temps peut-être supplémentaire, mais si ça permet à la personne de faire l'action, d'obtenir le résultat et de bien travailler, vous allez voir que tout le monde va être gagnant dans cette affaire. Donc, c'est des compétences, on va dire, des compétences spécifiques. Il faut maîtriser, bien évidemment, le cadre, il faut maîtriser le travail par objectif, il faut maîtriser le système d'évaluation. Il faut aussi maîtriser un peu la négociation et la communication avec les partenaires. Il faut avoir tout ce type de travail-là qui, en fait, on se décale par rapport à notre travail du quotidien et on devient référent. Voilà. Donc, je vous l'ai mis comme ça aussi, mais c'est la même chose. Je vais passer cette slide, c'était un peu pour dire, en plus, si on travaille par projet de parcours, on peut bien s'organiser. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'en fait, en management de projet, il y a une règle, c'est de dire on anticipe, on pose le calendrier, et c'est plus facile de l'enlever que de rajouter au fur et à mesure. Donc, ça veut dire que si moi alors je vous ai fait ce petit schéma-là, si j'ai un projet 1, projet 2, projet X, en fait, je vois que là, moi, j'ai mes interventions ici, vous voyez. Alors, ce qui n'augure pas que ça va changer. Ah, pardon, excusez-moi. Mais néanmoins, je peux déjà poser des dates avec la personne. Vous voyez? Des dates prévisionnelles, on travaille qu'en prévision. Mais je peux poser des dates de rendez-vous en disant on se verra là, on se verra là, on se verra là. Ça peut être aussi pendant les étapes où je lui dis, de toute façon, je peux vous voir aussi. Et donc, automatiquement, c'est sécurisant pour la personne parce qu'elle sait qu'elle voit son référent et que c'est en fonction du projet qu'elle voit son référent, mais pas en fonction du renouvellement, par exemple, du contrat. Il y a un petit donc, n'hésitez pas à couper les micros pour les gens qui ont du monde autour. Voilà, donc l'idée, c'est aussi de pouvoir mieux s'organiser, mieux sécuriser. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée d'anticiper en permanence. Encore une fois, je pose mon agenda. Je peux avoir un agenda qui est booké sur 3 mois, par exemple. Puis en fait, ça va bouger, hein, mais ce n'est pas grave. Au moins, ça permet de se structurer, de structurer la personne. Voilà. Puis le dernier point, on en a parlé, c'est bien sûr en fait, une organisation matricielle. C'est-à-dire que si on s'organise en projet de parcours, alors ça peut être fait à l'intérieur des structures, comme ça peut être fait au niveau d'un département, par exemple. Hein. Parler de démarche référente parcours, on est beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, on a un projet avec un pilote et une personne, donc un binôme d'accompagnement, qui va utiliser des ressources en fonction, ou des partenaires, des ressources des partenaires en fonction des projets X ou Y. Et donc, bien évidemment, moi, je peux être à la fois l'accompagnateur emploi opérateur sur ce projet 2, et je peux être pilote de parcours sur le projet 1. Vous voyez? Et donc, en fait, le projet de parcours, c'est quand même un outil d'organisation générale qui est très simple, c'est l'unité, ça permet d'individualiser, ça permet de s'organiser, ça permet de collaborer, et ça permet de maintenir la dynamique d'accompagnement et la pédagogie d'accompagnement. Donc, c'est que, de mon point de vue, du bénéfice. Mais bon, ça et moi, en qualité d'assistante sociale, je trouve que c'est revenir à l'essentiel de notre métier. Quoi. Tout à fait. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors on commence à rentrer dans la culture du résultat, c'est-à-dire qu'on demande des résultats, mais c'est ce que je disais au démarrage, je crois, de ce séminaire, c'est-à-dire que en fait, c'est normal de demander du résultat. Et les premières personnes qui demandent du résultat, c'est les personnes qui sont accompagnées. Et donc, automatiquement, pour obtenir des résultats, il n'y a pas le choix, il faut revenir sur les fondamentaux. Il faut revenir sur la pédago. Parce que, en gros, en fait, on est là pour aider les personnes à modifier leur situation durablement. C'est-à-dire qu'avant, il y a un après. Et cet après, on arrive à le stabiliser, hein, comme on a vu sur les phases.
Et il n'y a que la pédagogie d'accompagnement, il n'y a que le travail de base qui va permettre de l'obtenir. Ce n'est pas du tout les procédures administratives ou la démultiplication des actions qu'on va mettre en place. On a peut-être eu tendance à faire un peu du taylorisme, entre guillemets, de l'action sociale pendant ces 15 dernières années, où on s'est dit, plus on va mettre des actions et plus on va mettre les gens sur action et ça va marcher. Et non, ça ne marche pas parce qu'on a oublié la composante essentielle de pédagogie. C'est-à-dire qu'il faut que la personne, elle reprenne du sentiment d'efficacité personnelle. C'est elle qui doit mettre en œuvre. C'est elle qui prend les boulots à l'arrivée. C'est elle qui rentre dans les logements. C'est elle qui met les actions de santé en place. Et donc, automatiquement, il faut l'activer. Et effectivement, on revient avec grande joie aux fondamentaux du travail. Peut-être un petit peu différemment néanmoins. C'est-à-dire avec un système d'organisation structuré. Et c'est pour ça que le projet de parcours, ça nous permet de faire ça. Juste, je voulais faire une conclusion sur le diagnostic, parce que dans le cadre du SPIE, là, on travaille beaucoup sur la question du diagnostic. Et je voulais profiter de ce séminaire pour poser quand même quelques éléments sur le diagnostic, parce que je ne suis pas tout à fait en adéquation parfois avec la manière dont les diagnostics sont mis en œuvre. Parce que toujours pareil, la question du diagnostic, c'est que le diagnostic est un outil. Et cet outil, il doit permettre à la personne de s'activer. Et donc, si je fais un diagnostic qui est souvent d'ailleurs considéré comme de l'analyse de la demande, c'est-à-dire, en fait, ce n'est même pas l'analyse de la demande, c'est de la récolte d'informations. C'est-à-dire, je fais un diagnostic 360, c'est-à-dire, je récupère toutes les informations sur votre situation à l'heure actuelle. J'ai peur que cette situation créée génère un comportement qui serait, de mon point de vue, naturel, qui est de dire, bon, alors on fait quoi derrière, puisque vous m'avez fait mon diagnostic et que maintenant, vous devez savoir exactement ce qui est bon pour moi. Je ne suis pas sûr que ce soit en adéquation avec tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, que ça favorise l'activation, l'autonomie et la capacité d'agir de la personne. Voyez. Donc, je voulais un petit peu revenir là-dessus en disant, en fait, le diagnostic en mode projet, ça serait un diagnostic qui serait fait par la personne elle-même, avec les informations qu'elle a à sa disposition au moment où on fait le diagnostic, sachant que ce diagnostic, il est systémique, et donc il va être refait très régulièrement, et que l'idée du diagnostic, c'est d'aider la personne à bâtir son projet de parcours et à le choisir, tout simplement. C'est un petit peu notre itération ici, où on ne peut pas dissocier le diagnostic du montage du parcours, de la coélaboration de parcours, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va se faire de manière itérative, systémique. Et donc, automatiquement, le travail du professionnel, c'est de l'aider à progressivement, sur un temps, alors bien sûr assez court, dans un premier temps, donc il faut maîtriser de la technique, et petit à petit de pouvoir le faire progresser, de permettre à la personne, au niveau de la situation, de réfléchir, effectivement, qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi le résultat que je vise à l'instant T? Quelles sont les ressources? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce que je peux mobiliser? Quelle est l'organisation? On en a déjà dit. Quelles sont les ressources? Quels sont les risques? Et donc, en fait, c'est en faisant ce diagnostic, coélaboration de parcours, montage, que la personne va pouvoir se situer. Et donc, pour moi, c'est un diagnostic, s'il est posé comme ça, qui va être beaucoup plus efficace et qui va nous permettre de démarrer une relation, donc d'avoir un cadre d'intervention beaucoup plus en adéquation avec ce qu'on veut faire derrière, avec les résultats qui sont attendus, parce que ça permet, le diagnostic n'est qu'un outil qui va permettre à la personne, de dissonner, donc de modifier sa vision de ce qu'elle voulait faire, sa représentation. Je prends l'exemple très simple des gens qui arrivent en disant oui, mais moi, de toute façon, ça ne sert à rien de chercher du travail parce que de toute façon, je n'en trouverai jamais. Ou en fait, je sais exactement ce que je veux faire. On avait fait une petite vidéo humoristique là-dessus. Je sais exactement ce que je veux faire, donc je n'ai pas besoin de vous. Ou, enfin, ils viennent comme ils veulent, d'ailleurs, ce n'est pas question. La question, c'est comment je les aide à modifier leur comportement et à modifier leur vision du travail. En fait,
Si on fait un diagnostic, si c'est le praticien qui récolte de l'information et qui ensuite propose un plan d'action, ça n'aura pas du tout le même effet pédagogiquement et comportemental que si le praticien aide la personne à établir son propre diagnostic et à monter son parcours. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. En un mot, le diagnostic, c'est un temps pédagogique, c'est un temps de travail qui va permettre à la personne de modifier son cadre de référence dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est intéressant pour ça. C'est un outil de dissonance cognitive. Hein. Bon, sur la dissonance cognitive, c'est un outil de travail extrêmement intéressant pour nous qui travaillons sur le changement. Et il faut amener de la dissonance à la personne. Bon, si on travaille sur le projet de parcours, alors comme vous avez dit, avec des outils, ben en fait, la personne elle va dissonner sans que ce soit moi qui la fasse dissonner, parce que plus je vais la faire dissonner, plus elle va se cristalliser sur nous, et donc plus je vais détériorer la relation. Alors que si j'ai des outils, des techniques et des méthodes autour du projet et qu'on cherche le bon projet, elle va dissonner, mais en douceur. Hein. Je reviens sur la question de la relation autour du projet de parcours. Et donc, elle ne va pas se cristalliser sur moi, puisque moi, je vais l'aider à poser son projet correctement. Et donc, l'idée, c'est que quand même, je maintienne une relation qui nous permette de travailler. Ça va permettre à la personne de poser son cadre de collaboration et donc de modifier sa posture vis-à-vis de nous. On a le cas, bien évidemment, les bénéficiaires du RSA qui, parfois, je dis bien parfois, attention, ont l'habitude du circuit et donc viennent avec des exigences, viennent avec des intentions, viennent avec des attitudes spécifiques. Et nous, on doit travailler sur le comportement et sur la posture. Ça lui donne une vision de travail, j'ai déjà dit, et ça lui permet de s'engager. Donc, en fait, en gros, le diagnostic n'est qu'un outil au service du modification du comportement des personnes et de l'aide à l'engagement. Et pour ça, on ne peut pas faire un diagnostic nous-mêmes. Et je trouve que les travaux qui consistent à dire on va mutualiser nos diagnostics, en fait, c'est mutualiser nos fiches de récupération des informations. Je pense que, un, on fait fausse route, et deux, on ne traite que partiellement de la problématique. En tous les cas, un très très grand merci à tous. N'hésitez pas à nous faire des retours. Et puis merci Pascal et bonne fin de semaine à tout le monde. Merci Sylvie d'organiser toujours ces visios là, c'est super. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.